Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Eh bien, on a eu hier 16h le budget du ministre François-Philippe Champagne. Le gouvernement Carney nous avait promis un budget générationnel. On a un déficit générationnel aussi qui est relié à ça, 78 milliards de dollars. Un budget qui est fortement teinté par cette guerre tarifaire initiée par Donald Trump. 141 milliards de plus d'ailleurs sur 5 ans. Une grande partie de ces investissements-là reviennent à la défense. 58 milliards sur 5 ans. 12 milliards aux entreprises affectées par la bataille commerciale. Et il y a des compressions de 10 % dans la fonction publique. Là. Ça représente 40 000 fonctionnaires. C'est principalement attrition, départ à la retraite, là, Mario. Rien d'aussi drastique que ce qu'on nous a, par exemple, vendu là, dans certains journaux. C'est un peu le cas. Pour moi, c'est un bon budget. Mais ce que tu viens de dire, c'est un peu le cas de l'ensemble du budget. Ouais. On avait peut-être monté les attentes un peu trop sur ce que ce serait. Là. On avait peut-être un budget de transformation générationnelle. Oui, c'est un changement d'orientation par rapport aux années Trudeau, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que c'est générationnel? À un moment donné, on avait peut-être pris les mots un peu forts. Ouais, on a voulu aussi épargner bien des programmes. Pensons notamment à assurance médicaments, assurance dentaire. Tout ça est reconduit. On a confirmé les baisses d'impôts aussi pour le premier palier d'imposition. Ça passe de 15 à 14 %. Pour 22 millions de Canadiens, ça représentera à peu près 420 $ de plus dans vos poches. On promet de meilleures alertes Amber et un meilleur service météo également. Hein, bonne nouvelle. Ouais, ça, c'est l'Environnement Canada va être plus fiable. C'est toi qui vas être la grande gagnante oui, de ça. On va avoir la crédit. T'as de l'influence sur M. Carney? Oui. Ouais. La rigueur. Ouais, c'est ça. Parlant de budget, pendant que tout le monde se demande qui, à la Chambre des communes, va voter pour ou contre le budget, est-ce qu'il pourrait être battu par l'opposition, à la limite déclencher des élections, on se rend compte que, tu sais, M. Carney et son équipe sont toujours... Nous, on parlait de ça le lendemain des élections. Est-ce qu'ils pourraient en recruter 3-4? Puis là, on avait comme oublié ça. Là, on parlait plus de ça, mais les libéraux ne l'ont pas oublié. Non. Et ils semblent en voie de recruter ce qui pourrait se rendre majoritaire, là. C'est peut-être la troisième voie, la troisième option possible. Au cours des dernières heures, Chris Dandremont a quitté le Parti conservateur du Canada pour se joindre aux libéraux de Mark Carney. Lui, il est député d'Acadie, Annapolis. Il a confirmé sa démission du caucus du Parti conservateur après le dépôt du budget fédéral. Maintenant, en réaction des conservateurs qui se disent bien sûr déçus par la décision de l'élu et c'est teinté par le fait de ne pas avoir été élu vice-président de la Chambre. Et ça, Mario... Ben, ça vient avec certains avantages financiers. Oui, effectivement. Oui, c'est sûr. Qui se reflètent sur la rémunération. Oui, mais ça reste un coût pour les conservateurs. C'est-à-dire que là, c'est un, puis là, il en manquerait deux autres à M. Carney pour qu'il soit majoritaire. Pour qu'il soit comme majoritaire, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont visés? C'est pas impossible. Mais ce que ça me dit, c'est que les libéraux ont encore ça à l'esprit, là, cette idée que l'élection du 28 avril, il leur en a manqué 3 pour être majoritaire. Et faute de les avoir gagnés, ces comtés-là, ils pourraient aller chercher des députés. Par contre, tu viens de parler de M. D'Entremont. Lui est en Nouvelle-Écosse. Lui, si vous vous souvenez de la soirée électorale, si vous avez suivi ça de près comme nous, là, c'était tellement serré entre les libéraux et les conservateurs. Il menait plus. Tu sais, c'était une genre de lutte serrée. Les libéraux peuvent pas recruter des conservateurs dans des comtés en Alberta où les conservateurs gagnent par 30 000 votes parce que le député en question, il sera jamais réélu. Là. Il va être conspué. Fait que tu ne peux faire ça que dans des régions ou des comtés où c'est super serré. C'est ça, et donc, lui, mettons, d'Entremont, là, il dit, si je me présente libéral à la prochaine élection, j'ai des chances d'être réélu là, sous la bannière libérale, peut-être même plus que conservateur. Fait que c'est ça qui est à surveiller. Mais... Est-ce qu'il pourrait revirer des bloquistes, des néo-démocrates, des conservateurs? Ça va être à voir. Parce que pour l'instant, M. Carney, à moins d'en revirer d'ici le vote sur le budget, a besoin que quelqu'un dans l'opposition soit vote avec lui, soit s'abstienne. Parce que là, bon, allons-y là, par élimination. Là. Les Verts ont exclu... mais ça, c'est un vote. Mais ça, c'est un vote. Mais à moins d'une négociation, conservateurs, c'est un peu la même chose, là, en disant non, on votera pas pour le budget, à moins d'une négociation pour réussir à obtenir nos choses. Le Bloc a déjà dit qu'il n'y a rien pour le Québec là-dedans. Le Bloc, il n'y a rien pour le Québec là-dedans. Alors là, puis là, le NPD, aujourd'hui, dans les prochaines heures, va se pencher là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on fait. Hier soir, il n'y avait rien exclu, incluant de s'abstenir. Exact.
de tout aller aux toilettes en même temps. Ouais. Parce que moi, je demeure convaincu que les partis d'opposition oseront pas faire déclencher une élection. Là, 2 élections dans la même année, 2 élections en 2025, là, personne ne va vouloir ça. Il y avait des élections hier aux États-Unis. Évidemment, la plus surveillée, c'était celle à la mairie de New York. Oui, c'est Zohran Mamdani qui a été élu maire de New York, premier musulman à accéder au poste de maire à New York. Le plus jeune maire de New York aussi depuis plus d'un siècle, lui qui est dans la trentaine. Participation record, 2 millions d'électeurs. Mamdani se définit lui-même comme un socialiste démocrate, a remporté 50% des voix. 41% pour l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Et on sait à quel point le président américain déteste Mamdani. Il a même traité là, c'était de communisme. Il est vraiment là, dans une tirade contre lui. Et là, il y a beaucoup de questions entourant la publication du président en fin de soirée, qui a écrit simplement « Et voilà que ça commence ». Maintenant, qu'est-ce qui commence? On ne le sait pas trop. Est-ce qu'il fait référence à des sujets d'actualité, à cette victoire de Mamdani à New York, qui veut justement s'opposer aux politiques du président? Oui, parce que dans son discours, Mamdani a carrément barbé Donald Trump, le challenger. Oh, oui. Mais il reste que les gens, et même les analystes et des intellectuels à gauche vont souvent parler du populisme en parlant de Trump. Mais si Mamdani, c'est pas du populisme, c'est du populisme de gauche, mais j'ai hâte de voir il dit qu'il va créer des épiceries d'État, là, des épiceries publiques de la ville qui vont vendre moins cher. Mm-hmm. Ça, c'est bon pour la concurrence. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Puis comment ça va être géré? Ils vont vendre moins cher. Pourquoi? Parce que déjà, que normalement, si c'est le gouvernement qui gère, là, ça va se syndiquer, il va y avoir des conventions collectives, les coûts de main-d'œuvre vont être plus élevés. Fait que si t'as des coûts de main-d'œuvre, dans une épicerie, c'est pas compliqué. Là. T'achètes, après ça, tu revends. Puis les coûts de main-d'œuvre, les coûts de loyer, coûts de main-d'œuvre. Alors, si tu veux vendre moins cher que le privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu vas perdre de l'argent. Là. On va avoir des épiceries qui roulent à perte, financées par les contribuables de New York. Et ajoute à ça, transport en commun gratuit, le gel des loyers. Ah, puis ça, le gel des loyers, c'est une autre affaire. Là, ça a l'air bien beau, tout le monde est pour ça, tout le monde veut tout gratuit, mais c'est le gel des loyers, comment tu gères ça? Tu vas-tu développer un marché noir? De 2, souvent quand les loyers sont gelés, les propriétaires les rénovent plus. Voilà, c'est sûr. Rénovation zéro. Tu rentres pas dans ton argent. Fait que là, tu rénoves plus, c'est que ton parc immobilier se détériore. Fait qu'il y a beaucoup de promesses là, très, très, très alléchantes, additionnées d'une campagne phénoménale sur les réseaux sociaux, là, une habileté. Là. Donc, on a mobilisé les jeunes. On dit que chez les jeunes de moins de 30 ans, là, ça a voté pour lui à des 75%. Il faut lui donner le crédit. Il a réussi à les faire voter. Là. Des gens qui, en général, votent pas au municipal. On l'a vécu cette semaine là, quand ça a voté à 35%, 40% dans les villes au Québec. Imagine, chez les moins de 30 ans, ça doit être des taux ridicules là, de vote. Mais lui a fait sortir les jeunes. Mais est-ce que son programme va se réaliser dans l'ordre? Est-ce que son programme va se réaliser complètement? J'ai très, très hâte de voir ça. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on a fait miroiter de très belles choses à l'électorat, mais que les résultats pourraient être différents. Et les démocrates, je mentionne en terminant, ont mis la main aussi tout ce qui est New Jersey, Virginie, là, hier. Ouais, les républicains avaient des espoirs. M. Trump va être déçu. Quelle journée hier pour la députée de Laporte à l'Assemblée nationale, députée caquiste, et en passant qui était une victoire. Laporte, là, c'est Saint-Lambert, et personne pensait qu'il y avait la moindre chance pour la CAQ de gagner ça à la dernière élection. C'était un comté qui était libéral depuis toujours. Isabelle Poulet gagne le comté. Mais là, sa journée d'hier a été en montagne russe. Ça n'a pas très bien été. On a terminé l'émission ensemble. Reprenons où on en était, là. Je vous mentionnais conférence de presse qui avait été convoquée par Isabelle Poulet pour faire le point sur son avenir politique. Alors, quelques minutes après la fin de l'émission, conférence de presse finalement qui est annulée parce qu'elle a eu une rencontre, un tête-à-tête avec le premier ministre François Legault. Mais là, pendant la journée, il y a aussi eu un point de presse de Pablo Rodriguez qui a confirmé que la députée de Laporte avait sollicité sa formation politique à plusieurs reprises, tout en ajoutant qu'il avait d'autres plans pour cet ancien château fort libéral. Alors là, ça tombe en fin de journée. Isabelle Poulet est exclue de la coalition Avenir Québec après cette journée complètement folle. Fait que si on se résume, le matin... Oui. Le whip du parti réussit à éviter in extremis la conférence de presse en y promettant « on va te faire rencontrer le boss ». Avant de démissionner, rencontre le premier ministre. Mais finalement, quand tu rencontres le premier ministre pour se faire mettre dehors,
sais, quand on dit... Et non pas pour rester dans le parti. Non, tu sais, quand tu as un plan nous pète en pleine face, là, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis déclaration du premier ministre, là, qui est très dure là, dans ses mots. Il dit, on ne peut pas être député d'un parti tout en s'emmagasinant un autre. C'est une grave erreur. Les Québécois nous demandent des résultats concrets. Pour livrer ces changements, il faut une équipe forte et unie. C'est ma responsabilité. Sauf qu'une fois que François Legault fait ça, quand même c'est la position ferme et forte là, de dire on magasine pas dans les autres partis. Mais c'est quand même un 9e député. Tu sais, la soirée électorale où la CAQ avait gagné 90 sièges là, en 2022. Mais là, c'est la 9e. C'est 10% de ce caucus élu qui a démissionné ou été expulsé, mais qui n'est plus là. Puis à chaque fois, M. Legault nous dit, bon, ben là, c'est fini, là, tu sais. Mais ça a de plus en plus l'air d'une hémorragie. Là. Ça a de plus en plus l'air d'un premier ministre qui est plus capable de garder son équipe unie. Bras de fer avec les médecins, le gouvernement qui a plié hier sur 2 sujets. Oui, notamment les fameuses primes de 30 % accordées aux omnipraticiens pour les frais administratifs dans les GMF, ça leur sera toujours versé. Et pour ce qui est des médecins spécialistes, la fameuse prime qui était accordée lors de la première visite d'un patient. On sait que notamment lorsque, je sais pas moi, ils se font référer à un patient, puis là, il faut faire un peu le portrait de la situation avec le nouveau patient. C'est sûr que ça prend davantage de temps. Ce qui est particulier aussi, c'est que la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, a aussi reçu la consigne du premier ministre de reprendre contact avec les fédérations de médecins. Là. Il y a une autre personne là, qui entre en jeu, c'est Claude Laflamme, la chef de cabinet adjointe de M. Legault. Selon le collègue Alain Laforêt, hier à l'Assemblée nationale, il y a eu l'information que c'est elle là, qui est juste un peu comme émissaire pour essayer de ramener à la table les médecins. Est-ce qu'on tasse Christian Dubé? Est-ce qu'il est en train de se faire on ne le tassera pas officiellement, mais disons, on envoie d'autres émissaires pour négocier avec les médecins, parce que les médecins ne veulent plus parler à Christian Dubé. Ceci dit, c'est pas des petits reculs pour le gouvernement, c'est des reculs énormes, parce que dans les 2 cas, on nous avait expliqué qu'il y avait des fondements. Le gouvernement, par exemple, sur le 30 % pour les GMF, le gouvernement avait dit, moi, je le coupe pas. Je le donne plus aux médecins. Je vais le donner direct au GMF. Alors, on revient à le donner aux médecins parce que semble-t-il que certains médecins le gardaient, cet argent-là. Leur donnaient pas, l'utilisaient pas pour payer pour... Donc, par exemple, le gouvernement avait constaté que certains GMF disaient, nous, là, on n'a pas les moyens d'avoir une infirmière de plus, ou on n'a pas les moyens d'avoir un travailleur social, une travailleuse sociale. Mais que la raison pourquoi il n'y avait pas les moyens, c'est que les médecins ne payaient pas leur 30 % qui était donné, là, parce qu'il y avait un surplus de 30 % sur chaque acte pour payer pour le GMF. Ils en mettaient une petite partie dans leur poche. Fait qu'on n'avait pas les sommes. Même chose pour les médecins spécialistes. Ça, c'était une maladresse. Le gouvernement avait l'air d'avoir coupé le frais pour un premier rendez-vous. Puis ça, on le comprend, à premier rendez-vous, il faut que tu évalues le nouveau cas, tu ouvres le dossier. Mais l'intention du gouvernement, en tout cas l'intention annoncée, s'il ne mente pas, c'était de dire, mais nous, on veut que le patient, dorénavant, on veut le renégocier pour que le médecin spécialiste ait cette prime-là, pas seulement si c'est référé par un omni. Exemple, si une infirmière clinicienne réfère un cas, le médecin... Là, on revient à l'ancienne doctrine, là, que c'est juste un médecin généraliste, juste un médecin omnipraticien qui peut référer un médecin spécialiste. Donc, le gouvernement qui recule quand même sur des points importants. Alors, est-ce qu'il va reculer sur l'ensemble? C'est la question qui se pose à ce moment-ci. Je te mentionne, Mario, rapidement, là, il y avait des webinaires là, hier là, où le Québec voulait dresser le portrait de la DOA 2 aux médecins. 2 séances hier et selon les données de notre collègue Alain Laforêt, il y aurait eu 959 participants au webinaire d'hier. On sait que la FMSQ avait découragé ses membres d'y assister. Que c'était une tentative là, de contourner la Fédération là, de médecins. Oui, mais ça, 959, c'est pas beaucoup. Là. C'est 10 % des médecins. Ouais. Ça voudrait dire que la majorité ont suivi le mot d'ordre là, de la Fédération. Et rapidement, un projet de loi qui va être déposé aujourd'hui qui irait dans le sens là, de ce traitement choc annoncé à la fonction publique. Oui, c'est ce qu'on apprend dans le journal, effectivement. Une dizaine d'organismes qui seront abolis ou fusionnés dans le cadre d'un grand ménage de la bureaucratie. C'est un projet de loi qui va être déposé aujourd'hui par la présidente du Conseil du Trésor qui veut envoyer un signal à la fonction publique. Ce sont les informations obtenues par le bureau parlementaire. Une quarantaine d'entités qui seront touchées. Ça inclut aussi des organismes et des fonds gouvernementaux. Surveillez ça.
Tu t'es penché, Isabelle, dans le budget gouvernemental sur le chapitre sur la culture. Il y a quand même un chapitre important sur la culture. Pour l'investissement, là, ça ressemble quand même aux années précédentes. Là. Total, sur 3-4 ans, là, c'est à peu près là, en moyenne un 750 millions qui est injecté. On mise, entre autres, sur l'audiovisuel et la musique. Dans les augmentations qui sont notables, augmentation de 150 millions de dollars au fonds CBC. Oh mon Dieu, OK. Au fonds CBC Radio-Canada. Tu dois être rassuré, Mario, Bon, ça t'inquiétait? Ça, il l'avait promis, donc c'est ce qu'il va faire. Et avec ce diffuseur-là, ce qu'il veut faire... Et c'est la deuxième. Justin Trudeau a été élu. Le premier geste qu'il a posé, c'est de verser plein d'argent à Radio-Canada. Ouais. Mark Carney est élu. On a l'impression que c'est un automatisme pour les libéraux là, de donner. Puis dans l'état de la télé privée, qui est, sincèrement, c'est désastreux. Puis là, c'est pas TV, c'est toutes les télés privées. C'est des pertes de quoi? 50 millions à peu près. Là, mais c'est tout des belles, nouveaux, Global au Canada anglais, Chorus, nomme-les toutes en anglais comme en français. T'es obligé de conclure que les libéraux ont décidé, ils veulent un monopole. Ils veulent qu'il y ait essentiellement un média qui fasse l'information, que ce soit une société d'État. On va en parler au ministre François-Philippe Champagne, on le reçoit tantôt. Mais ça, c'est épouvantable. Mais c'est parce que les libéraux pensent que ce serait avantageux pour eux, qu'il n'y ait pas d'autres médias. Puis le public ne croit pas ça. Les gens ne croient pas ça, que toutes les médias toutes les TV vont fermer. Les gens pensent que c'est une histoire. Les gens ne voient pas ça. Ça va arriver dans quelques années. Mais on le voit en région déjà. On le voit en région déjà. Oui, mais les gens pensent que c'est lointain ou que c'est pas... les gens ne croient pas ça. La semaine passée, là, j'ai été accueilli très bien là, chez Anne-Marie Dussault et tout ça, parce que c'était le référendum, j'allais là, c'est rare, je vais à Radio-Canada, c'est plus que rare, mais comme ancien chef du oui, puis tout ça, je vais aller faire une prestation pour répondre aux questions, puis tout ça. Dans la petite salle avant qu'on entre en onde, là, juste pour ajuster les micros, enlever les petites poussières, ces vestons avec les petits rouleaux, il y avait plus de staff dans la petite salle là, que toute une émission au complet d'LCN. Toute la production d'émissions d'LCN. Ah oui, hein? Ça non plus, le public peut pas s'imaginer. Les gens vont dire, Radio-Canada, ils ont plus d'employés. Mettons une émission là, au privé qui prendrait 4 employés. Ben Radio-Canada, ils vont être 6. Mais non. Le ratio, c'est pas 4 versus 6. C'est 4 versus 16. C'est 4 versus 36. C'est démesuré. Là. C'est démesuré. T'es aucunement dans les mêmes ordres de grandeur. T'es totalement sur une autre planète. Tellement là. qu'on a enregistré une émission la fin de semaine, une émission culturelle, il y a à peu près 2 ans. Puis j'attendais mon invité qui se présentait pas. Mais mon invité s'est trompé de chaîne. Il s'est présenté à Radio-Canada. Ils l'ont maquillé, ils l'ont installé, ils l'ont maquillé. Ils n'ont jamais demandé. C'était pas sur l'émission. Moi, j'appelle le gérant. Je fais, voyons, il me manque un invité. Il s'est trompé de poste. Il s'est trompé de poste. Eux, ils ont tellement de staff. Oui. Et donc, lui, il attendait, il était maquillé. Ça a été le running gag pendant plusieurs années. Oh, wow. Bref. Et parlant de ça, l'Eurovision, donc, ils veulent se servir. Ah oui, c'est quoi cette affaire-là? Ben, ça fait réagir. En fait, dans le budget, là, le gouvernement Carney aimerait inscrire le Canada, ou il songe à inscrire le Canada dans la compétition musicale l'Eurovision, parce que lui, il se dit qu'il faut essayer de trouver une autre façon de créer des liens culturels. Dans sa stratégie d'être plus proche de l'Europe, on pourrait s'inscrire le Canada dans l'Eurovision. Il se dit, tu sais, Céline Dion avait participé pour la Suisse, avait gagné avec Ne partez pas sans moi. Donc, lui, c'est une stratégie. Je sais pas si c'est la meilleure. Je sais qu'il y en a dans le budget qui trouvent qu'on met pas assez d'emphase sur les créateurs, justement, qu'on sert encore des grosses plateformes pour distribuer les différentes enveloppes budgétaires. C'est sûr que ça fera pas des comptants partout, mais l'Eurovision, je trouve ça curieux. C'est original, mais c'est conforme avec sa stratégie d'être plus proche de l'Europe sur le militaire et le reste. Il parle du rayonnement à l'international que ça pourrait offrir aux artistes canadiens. Moins ces États-Unis. Et Charles-Antoine, quel match pour le Canadien? Rocambolesque, à nouveau. Hein? C'est une équipe qui donne un bon spectacle. C'était 3-0 Flyers après une période. Mais même après 6-7 minutes. Oui, ça a été instantané. 3-0. Faut dire que les deux meilleurs défenseurs de l'équipe ont été chassés au même moment. Donc, les Flyers ont bénéficié d'un 5 contre 3 sans Dobson et Matheson sur la patinoire. Arbor Xhekaj était le défenseur à 5 contre 3. C'est pas une excuse, là, mais c'est un contexte. Ça a fait que Samuel Montembeault a encore un lent début de match. Par contre, il s'est ressaisi. Il a été spectaculaire, deuxième, troisième. Parce que le Canadien a accordé des tirs comme dans ses pires matchs des 3-4 dernières années. Là. C'était probablement sa pire période de la saison. Mais à nouveau, l'équipe n'abandonne jamais. 4 buts consécutifs et de magnifiques séquences. Ivan Demidov, son but, mais ça passe également à Nick Suzuki. C'est un champ de vision qui est plus vaste que 180 degrés.
Fait que, pensez-y, il voit derrière lui. Il a jonglé avec la rondelle, a manqué son tir ou n'a pas été en mesure de tirer, a décidé de retrouver le capitaine. Une passe savante. Il a tiré également sur le but qui donnait les devants 4-3 aux Canadiens. Donc, c'est une soirée de 1 but, une passe. Mais les Flyers ont créé l'égalité. On s'est rendu en prolongation. Ça a été spectaculaire. Vous savez que le Canadien n'a jamais perdu en prolongation depuis le début de la saison parce qu'on s'est rendu en tir de barrage. Pour la première fois de la campagne, le Canadien n'avait pas eu de séance de tir. Trevor Zegras, le bon ami de Cole Caulfield, qui porte maintenant les couleurs des Flyers, a marqué avec un dribble incroyable. Caulfield a tenté de l'imiter, a été stoppé. Demidov et Suzuki se sont élancés, n'ont pas marqué, donc aucun but en tir de barrage. Suzuki avait tout fait. Là. Le but était complètement vide, c'était fini, le gardien était tassé, mais son revers, la rondelle, a roulé sur son bâton, a glissé à côté du poteau, mais il y avait le but ouvert, il y avait juste à la pousser dedans. La feinte était spectaculaire, il n'a juste pas concrétisé. Suzuki, il y a été un temps où le Canadien marquait en tir de barrage là, follement. Mais là, depuis toute la fin de l'année dernière, la deuxième moitié de l'année passée, mon souvenir, je me demande si Suzuki en a même marqué un. Il ne marque plus jamais. Caulfield ne marque plus jamais. Le Canadien a vraiment un problème en tir. Malgré le talent, en tir de barrage, ça se manifeste plus. T'as raison de dire que c'était presque automatique. Tout à rien, là. Ouais, ben là, hier, on sentait que l'équipe était presque surprise. Là. C'était la première séance de tir de la saison. Mais il y a tellement de talent. Mais c'est quand même un point. Le Canadien trône au sommet de l'Est et deuxième dans la Ligue nationale de hockey.